Les gens me questionnent souvent sur les terribles tragédies dont j'ai été témoin sur l'Everest. Ils me parlent des corps qui gisent sur la montagne, des amis que j'ai perdus en tentant d'atteindre le sommet, ou de l'avalanche qui a failli m'enlever la vie. Je leur dis la vérité. Là-haut, la vie est fragile et parfois terrifiante, et je suis impatient d'y retourner. Ils me regardent comme si j'étais fou, mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas mes motivations. Ma façon de voir la vie vient de l'environnement où j'ai grandi. Né à Mégantic, au Québec, au début des années 1960, j'étais le troisième enfant d'une mère québécoise et d'un père algérien. J'avais 9 frères et sœurs, et j'ai appris à un très jeune âge que la vie est à la fois fragile et effrayante. Un de mes plus lointains souvenirs remonte à l'année de mes 7 ans. J'étais resté à la maison ce jour-là, car j'avais la rougeole. Nous habitions dans une petite maison dans la ville de Cowansville, où mon père avait trouvé un emploi de gardien de prison. J'étais assis dans mon lit et je lisais Tintin au Tibet, l'histoire d'un jeune reporter qui s'aventure dans l'Himalaya à la recherche d'un ami dont l'avion s'est écrasé sur le plateau tibétain. Ma mère est arrivée à la porte de ma chambre avec mon frère Claude, 2 ans, dans les bras. Il avait de la fièvre. Gabriel, m'a-t-elle dit, j'ai besoin que tu m'aides à prendre soin de ton frère. Elle a couché Claude sur un lit dans ma chambre pendant qu'elle est retournée dans la cuisine préparer le repas. Je me suis étendu près de Claude, j'ai ouvert mon livre et je lui ai lu l'histoire de mon ami Tintin et de son chien Milou. Le samedi suivant, l'état de Claude avait empiré. J'ai terminé l'histoire de Tintin et entamé la suivante. Le dimanche, ma mère m'a demandé comment allait Claude. Je lui ai répondu que je ne le savais pas. Elle lui a donné de l'aspirine et a pris sa température. Le lundi, elle a appelé le médecin. Il s'est présenté à la porte de ma chambre avec sa trousse de cuir, a jeté un coup d'œil à mon frère et a aussitôt appelé l'ambulance. En arrivant à l'hôpital de Cowansville, ma mère a pris la main de mon frère, changé sa couche, mis l'épingle à couche dans la poche de sa robe et suivi le conseil des médecins qui lui disaient de rentrer à la maison pour la nuit. L'état de Claude était stable et lui ont promis de lui téléphoner s'il y avait le moindre changement. J'étais éveillé lorsque ma mère est rentrée à la maison. Je l'ai regardée par la fenêtre de ma chambre pendant qu'elle sortait du taxi et remontait l'allée en pleurant. Mon père lui a dit d'aller dormir. Il allait rester debout au cas où l'hôpital appellerait. Le téléphone a sonné à 1 heure du matin. J'ai entendu mon père répéter la conversation à ma mère. Claude était transféré à un hôpital de Montréal. Nous n'avions pas d'argent ni de voiture pour nous rendre à Montréal au milieu de la nuit. Ma mère a décidé de prendre un taxi tôt le lendemain, mais le téléphone a sonné de nouveau avant l'aube. Claude était mort. Ma mère s'est écroulée. C'était le 25 octobre, le jour de l'anniversaire de ma sœur. Ma mère a séché ses larmes, mis l'épingle à couche dans son coffre à bijoux et rangé le petit lit de mon frère. Puis, elle est allée dans la cuisine pour préparer un gâteau. C'est quelques années plus tard que j'ai appris à vivre avec la peur. J'étais sur le tremplin de la piscine près de notre maison. Mon père était dans l'eau et m'encourageait à sauter, promettant de m'attraper. Malgré ma peur, je lui ai obéi. J'ai tendu les bras vers lui, mais je n'ai trouvé que le vide en tombant dans l'eau et en coulant jusqu'au fond de la piscine. Comme je ne savais pas nager, la panique m'a envahi lorsque de l'eau s'est infiltrée dans mes poumons. J'ai crié en vain. Je sentais le fond de la piscine sous mes pieds en essayant de m'étirer pour atteindre l'air au-dessus de ma tête. Mais je n'avais rien à quoi m'accrocher. Je me débattais, sachant que mon père était là à me regarder m'agiter. Je ne sais combien de temps je suis resté au fond. 5 secondes, peut-être plus. Le temps s'arrête quand on a l'impression qu'on va mourir. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description
et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.